Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc aujourd'hui, on va présenter la Caisse Salim, qui est la Caisse citoyenne d'alimentation de l'aire urbaine de Toulouse, de l'aire urbaine toulousaine. Donc, moi, on est trois à vous faire cette présentation. Donc, moi, c'est Béa Dorval. Moi, je suis membre donc d'un comité citoyen qui a permis de mettre en place une des quatre caisses de la Caisse Salim, la Caisse Sud. Et donc, je suis adhérente à la Caisse Salim. Voilà pour ma présentation. Moi, je suis Edith. J'ai rejoint en mars de cette année l'équipe de coordination de la Cassaline. Moi, c'est Camille. Alors, je suis désolée pour ma voix. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin de la présentation. Donc, je suis en stage dans l'équipe de coordination de la Caisse Alim depuis mai et jusqu'à fin octobre. Donc voilà, donc ça c'est basé donc sur ce que la présentation qui a été faite juste avant. Donc c'est la Caisse Alim s'inscrit dans ce projet de transformer le système alimentaire et qui s'inspire donc de la SSA, de la Sécurité sociale de l'alimentation. Et en fait, c'est pour viser l'accès de tous à une alimentation de qualité et choisie par toutes et par tous et aussi pour tout le monde. Alors, pour réaliser ce projet, il y a certains freins qu'il faut lever, des freins physiques, économiques et d'accès aux connaissances. Donc, pour cela, sur la diapo suivante, voilà, donc comment on s'est organisé euh, sur l'aire urbaine de Toulouse. Donc en fait, c'est à partir d'au sein de chaque caisse, les adhérents qui participent à des ateliers sur les enjeux de l'alimentation, donc pour avoir plus de connaissances sur l'alimentation, de savoir si ces produits sont de qualité et bonnes pour la santé. Donc, on a des ateliers spécifiques sur des produits et on fait appel à des experts ou, voilà, pour essayer de comprendre tous ces enjeux-là. Les adhérents financent ce système en cotisant auprès de leur caisse et on a aussi le choix et on fait le choix au niveau de chaque caisse du conventionnement des professionnels et ceci est décidé donc démocratiquement. Donc, on fait appel à des producteurs, des artisans et des points de vente qui vendent. Donc, là-bas, c'est de vendre leurs produits à un prix juste et qui répondent aux critères définis pour être conventionnés. Pour cela, on utilise une monnaie, donc ce que l'on appelle la MONA. Donc, les adhérents reçoivent un budget alimentaire de 100 monas par mois pour leur foyer et peuvent les dépenser, cette somme, donc, en achetant donc, ces produits conventionnés qui a été défini au sein de la caisse. Donc, c'est des comités citoyens où, où il y a une diversité socio-professionnelle et culturelle. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle on tient. On a une acquisition, comme je l'expliquais, des connaissances sur le système alimentaire et on rencontre des professionnels. Et surtout, il y a un apprentissage, une pratique de la démocratie. Et ça, je trouve que pour moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup dans ces comités citoyens. Dans une caisse de solidarité avec un budget donc alimentaire pour tous, une cotisation pensée par les habitants et adaptée à chaque situation économique. Voilà, tout ça, c'est pour le maintien et le développement donc d'une production alimentaire de qualité et durable avec des points de vente sur le territoire. Bien. Euh, comme a été mentionné juste avant, on fait partie donc d'une de ces expérimentations, d'une quarantaine d'expérimentations des caisses d'alimentation en France. Alors, nous en particulier, donc, on participe donc à ce groupe d'échange d'intercaisses aujourd'hui et on a un dialogue privilégié également avec les caisses d'Occitanie et de Gironde qui sont des caisses de proximité. En ce qui concerne voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la caisse Salim sur l'aire urbaine toulousaine? Alors la particularité de cette caisse Salim, c'est que en fait, elle est constituée de quatre comités citoyens qui englobent donc 345 foyers adhérents.
Donc donc il y a quatre comités citoyens qui sont implantés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de l'aire toulousaine. Donc ça permet de rester très proche donc des adhérents, des citoyens qui participent et des comités citoyens proches des producteurs et proches, voilà, qui se sont inscrits dans un territoire plus spécifique. Euh, c'est aujourd'hui possible grâce à 16 partenaires que je vais vous expliquer juste après, et il y a 93 professionnels conventionnés, et ce qui représente un flux monétaire jusqu'à 34 500 euros par mois, qui est fléché donc sur une alimentation de qualité et durable, et aussi avec des acteurs, des professionnels locaux la plupart du temps. Donc, sur les partenaires, comment s'est constitué ces comités citoyens? En fait, c'était grâce à des associations citoyennes et culturelles, des associations aussi de soutien à l'agriculture et au bien manger, euh, des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire, et aussi toute une partie associée à des partenaires en recherche et en formation comme l'INRAE. Donc juste pour revenir sur, il y a quatre associations vraiment qui sont mentionnées ici à des flèches, avec des flèches, qui ont été vraiment qui ont porté la création de ces caisses locales. Voilà. Et surtout aussi, on s'est appuyé sur un partenaire qui a permis, donc c'est le Sol Violette, qui a permis donc la création du système monétaire qui nous permet donc d'échanger avec les professionnels. Donc voilà, il y a ce partenariat de ces 16 partenaires euh, nous a permis donc de créer ces quatre caisses sur l'aire toulousaine. Euh, voilà, je pense que, je sais pas si Edith, tu veux ajouter quelque chose peut-être plus spécifique? C'est parfait, Béa, j'en ai rien à dire. Ok, donc cette expérimentation de la caisse Alim, elle s'est construite autour de trois grandes phases à partir de mars 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc la première phase, c'est la phase de montage des caisses de bassin de vie et de mise en fonctionnement des quatre caisses d'alimentation. Donc cette phase-là, en tout, elle a duré environ 1 an et demi. Ensuite, on a la deuxième phase qui est la phase d'articulation et de mutualisation des caisses, des quatre caisses de janvier à septembre 2025, et la phase dans laquelle on est en ce moment, qui est la phase numéro 3 de création de l'entité juridique de la caisse Alim. Donc, tout au long de la présentation, on va vous présenter ces trois phases plus en détail. Et donc là, on va parler de la phase du montage des caisses de bassin de vie et comment ça s'est passé. Donc cette phase de montage des caisses et de bassin de vie, elle s'est faite autour de plusieurs étapes. Aussi, elle a été structurée en plusieurs étapes, du nombre de 5, qui sont la mobilisation citoyenne, l'appropriation des enjeux du système alimentaire, la définition du conventionnement de la caisse, du fonctionnement pardon, de la caisse, le conventionnement des pros et le lancement des caisses des bassins de vie. Donc pour ce qui est de la période de la mobilisation citoyenne, euh, ça a été vraiment l'étape qui a été pour constituer les collectifs citoyens. Et donc, cette mobilisation, elle s'est faite grâce aux partenariats qui ont été présentés par Béa juste avant et à cette mobilisation qui a eu lieu et à ce réseautage qui s'est créé autour des partenariats et de ce qui est devenu après la future équipe de coordination. En tout cas, les personnes comme Sarah Cohen qui ont aussi participé au lancement du projet. Et donc, on va voir dans la diapo suivante le, la mobilisation citoyenne. Ah non, non, en fait. Donc la mobilisation citoyenne, je finis juste sur ça. Ça s'est fait donc grâce aux partenaires et notamment aux quatre associations qui ont porté les caisses, donc les quatre comités citoyens au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui sont l'association Eden au nord, l'association Caracol au sud, l'association du Mama à l'est et de la CAP à l'ouest. Et donc, vraiment, grâce au réseau qui a été mobilisé, il y a des personnes qui se sont engagées dans les comités citoyens. En fait, c'était au début, les comités citoyens, c'était toutes les personnes volontaires
pour s'investir dans le projet et qui étaient intéressés et donc qui venaient soit de ces associations-là que je viens de citer, soit de partenaires de ces associations-là. Par exemple, au nord, on a Eden qui a fait un gros travail de mobilisation et qui a aussi beaucoup travaillé avec le Centre social des Isards et aussi l'association citoyenne Isard Attitude, qui a permis de mobiliser plein de personnes. Et donc ces comités citoyens à l'origine, c'était environ 30 personnes sur les quatre, donc par comité citoyen. Et donc chaque comité citoyen a fait son parcours d'engagement et une appropriation des enjeux du système alimentaire, qui est donc la deuxième étape de montage des caisses. Et donc cette appropriation, elle s'est faite dans un objectif de construire une vision commune des problématiques du système alimentaire. Donc pendant 8 à 9 mois, il y a eu toute une montée en compétences collectives de ces quatre comités citoyens qui en fait ont eu des parcours de montée en compétences différents, parce que la manière dont ça a été impulsé, c'est chaque membre de ces comités citoyens s'est réuni et a discuté collectivement des thématiques et du programme qu'ils souhaiteraient aborder, notamment avec la grille qu'on voit là à l'écran, ce qui est la grille de non-durabilité du système alimentaire du basique, qui présente différentes thématiques qui sont importantes à aborder en lien avec le système alimentaire. Et donc, chaque comité citoyen a fait cette démarche de co-construction et de création du programme. Et il y a eu des ateliers pendant 8 mois. Donc, ateliers, visites de ferme, ateliers de transformation, rencontres, qui ont été organisés à peu près sur un rythme de 2 à 3 rencontres par mois, sur une demi-journée plus un déjeuner le midi. Et en fait, ce parcours euh, enfin, de monter en compétences, il continue même encore aujourd'hui parce que on a toujours des ateliers qui sont proposés tous les mois, donc un atelier par mois pour chaque comité citoyen sur pareil des thématiques qui sont proposées par les adhérents adhérentes des comités citoyens sur des sujets en lien avec l'alimentation qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent aborder. Donc ça, c'était pour la deuxième étape d'appropriation des enjeux du système alimentaire. Et ensuite, euh, voilà, on va. Vas-y, Mathilde. Je reprends juste le relais pour expliquer le fonctionnement de la monnaie de la caisse Alim. Donc en fait, nous on a appelé ça la MONA. C'est le même nom que monnaie alimentaire, que le même nom qui avait été donné en Gironde et à Montpellier. Avec ces MONA, on peut aller sur voir les professionnels pour acheter euh, euh, s- euh, acheter donc des aliments de qualité. Ça, c'est la monnaie commune aux quatre caisses. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest ont choisi la même monnaie. Et c'est un système monétaire donc, qui est co-géré avec Sol Violette et des membres des caisses. Donc ça permet de pouvoir échanger. C'est 100 monas par mois, par foyer, adhérents. Donc on a une carte d'assurance d'alimentation, comme vous pouvez le voir, une carte Vitalim, qui fonctionne avec un QR code. Et on a également aussi la possibilité d'utiliser cette carte ou bien des tickets que l'on obtient qui sont équivalents. Là, c'est 10 monas l'exemple, et on peut en avoir donc pour 100 monas par mois. Donc, on peut aller auprès des professionnels avec ces tickets. On peut également aussi l'utiliser directement sur le téléphone, enfin sur le téléphone portable avec une application. On peut directement aller verser les monas aux producteurs. Donc voilà en ce qui concerne le, le- la monnaie qu'on a choisie à la Caisse Alim. Et donc pour revenir sur le fonctionnement, la définition du fonctionnement de la caisse, chaque comité citoyen, donc chaque caisse, a pris des décisions, des modalités de prise de décision, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend des décisions. Donc chaque caisse a fait ce travail-là et on est arrivé à peu près sur les quatre caisses, sur ces différents
points. Donc la modalité de prise de décision, l'environnement communicationnel, le partage du pouvoir et la participation, la médiation des conflits et la communication interne et externe. Donc c'est ça, ça définit la charte de fonctionnement des caisses. Voilà, et ça c'est commun pour les quatre caisses. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Edith ou Camille. Donc pour savoir, voilà, donc on cotise, donc tout le monde cotise à une des quatre caisses, enfin à la caisse M, et de savoir combien est-ce qu'on peut cotiser. Tout le monde reçoit 100 mona, donc ça, tout le monde reçoit la même quantité d'argent par mois, mais comment savoir euh, euh, combien cotiser pour qu'essayer que cette caisse puisse donc vivre, enfin survivre, fonctionner. Donc là, on a eu quatre guides de cotisation qui sont donc issus des quatre différentes caisses qui, qui ont été l'élaboration donc des comités, des discussions sur quels critères adopter, comment calculer sa cotisation. Alors, moi, je vais vous prendre juste l'exemple de la Calimpot. Moi, je suis la caisse sud. Et on a donc le choix pour savoir combien on cotise entre trois critères. Soit la critère du ressource mensuel net, on peut prendre en considération, soit le reste à vivre. Donc ça, c'est une définition un peu spécifique du reste à vivre, on pourra en discuter et ou bien du budget alimentaire du foyer par mois. Et à partir de là, on a, selon notre ressource mensuelle, on a une indication disant, voilà, à partir de là, on a tant de ressources, et ben on propose de cotiser pour tant. C'est-à-dire soit en dessous de 100 euros, puisqu'il correspondrait, voilà, pour un budget euh, plus faible, ou bien un budget plus important, on cotise au-delà des 100 euros. Et voilà, donc ça peut aller de 140 à 190 euros selon les gens. Mais en tout cas, ça reste un choix de l'adhérent de savoir, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on choisit la cotisation que l'on veut faire par mois. Voilà, ça c'était pour la cotisation. Et du coup, pour continuer sur les outils de fonctionnement qui ont été définis dans cette phase-là, dans chacun des comités citoyens, il y a aussi la charte de conventionnement. Et donc ça a consisté à discuter de comment on allait conventionner des professionnels, comment ça se passe, quels sont les grands critères, les grandes thématiques qu'on a envie d'inclure là-dedans. Comme a dit Béa et Camille, chacune des caisses a eu des discussions là-dessus et est parvenue à des résultats un petit peu différents. Mais il y a quand même des grands thèmes qu'on retrouve et qui sont traités sur ces critères-là. Par exemple, la localité, des produits qui soient bons pour la santé et au goût, sur un peu aussi les valeurs des professionnels, sur l'interconnaissance, la transparence, et bien sûr sur que ce soit de la production, de la transformation ou de la distribution, que ce soit des pratiques qui soient durables écologiquement et socialement. Et du coup, dans chacune des caisses, il y a eu des discussions, des ateliers pour définir ces critères et qui ensuite ont été déclinés en guides d'entretien. Des guides qui sont utilisés ensuite quand les adhérentes sont allés voir les professionnels à conventionner, et aussi déclinés en fiches produits, par exemple pour les points de vente qui sont des épiceries et magasins pour euh, voir en fonction des critères, est-ce qu'on peut acheter tous les produits dans le magasin ou pas, et de pouvoir guider les personnes. Donc, toute cette première phase-là, comme a dit Camille, ça a duré à peu près 1 an et demi, à des rythmes un peu différents selon les quatre comités citoyens. Et une fois ces outils de fonctionnement bien définis, du coup, ça a été le temps de la mise en fonctionnement des quatre caisses d'alimentation. Donc, l'idée, c'était de commencer à cotiser, à recevoir son budget alimentaire et à aller dépenser ses monas.
On a intégré des nouvelles personnes chaque 3 mois dans les comités citoyens. Au début, dans chaque comité citoyen, il y avait un petit peu les membres historiques, une trentaine dans chacun qui avaient participé à cette phase d'appropriation et de définition du fonctionnement. Il y a 2 caisses qui se sont lancées en premier, la caisse Nord et la caisse Sud, à partir d'octobre 2024. En janvier, c'est la caisse de l'Est, le noyau, qui s'est lancé. Et en avril de cette année, la caisse Ouest. Et du coup, on avait en octobre 2024 à peu près 100 adhérents, adhérentes sur l'ensemble des comités citoyens. Et on est passé à 250 et aujourd'hui, on est presque 250 adhérents, adhérentes. Pour vous donner une idée générale des profils des personnes qui sont dans les comités citoyens, là, c'est le premier graphique qui présente la répartition des adhérents adhérentes selon leur reste à vivre par personne pour un foyer. À savoir, au-dessous de 400 euros de reste à vivre par mois, ça peut être une indication d'être sous le seuil de précarité. Et du coup, selon les caisses, on n'a pas forcément exactement la même répartition. Mais l'idée a été de, autant que possible, d'avoir une diversité dans chaque caisse sur les profils économiques. Et sur la partie composition des foyers, on a un peu moins de la moitié qui sont des ménages seuls, 45%, des couples sans enfants, des couples avec enfants et aussi des familles monoparentales. Et pour donner une idée globale, du coup, il y a à peu près 2 tiers des foyers qui cotisent moins de 100 euros et qui, du coup, voient leur pouvoir d'achat alimentaire s'accroître avec la caisse Alim, et à peu près un tiers des foyers adhérents qui cotisent 100 euros ou plus. Et grosso modo, la cible un peu du taux d'autofinancement moyen des caisses était autour de 65%. Là, vous avez l'évolution par 3 mois. Octobre-décembre, c'est un petit peu différent parce qu'on avait moins de personnes que 2 caisses qui étaient lancées. Et après, depuis janvier, on est en moyenne autour de ce taux d'autofinancement-là de 65%. Donc, ça veut dire que ce que toutes les personnes cotisent, chaque mois, ça représente 65% de l'ensemble des budgets alimentaires qui est distribué par mois. Béa, tu veux nous parler un peu des types de pros qui sont conventionnés? Et donc l'usage des monas donc chez les pros, donc chez qui on dépense nos monas, donc chez les producteurs, des productrices, dans des AMAP. Donc là, il y a 32 producteurs, productrices, il y a 13 AMAP, il y a les biocoop qui ont été inclus, donc aussi après longue discussion, mais qui ont été inclus. Il y a 2 restaurations, 14 épiceries et 7 artisans. Donc c'est 16 professionnels ici, euh, donc chez qui on peut aller dépenser nos monas. Alors il y a une répartition aussi. On a essayé, enfin chaque caisse a essayé de trouver donc des professionnels qui sont proches pour que tout le monde puisse aller dépenser ses monas facilement. Et dans certains secteurs, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres. Il y a des endroits où il n'y a pas trop de marché, où il y a beaucoup de... Voilà, il y a d'autres endroits où il y a des marchés, où il y a de nombreux producteurs qui sont conventionnés. Donc, en fonction de ça, il y a aussi les biocoop qui ont été conventionnés parce que ça permet à plus de personnes donc de bénéficier et de pouvoir dépenser ces mots-là. Voilà. Et pour vous donner une idée du coup de la répartition de l'usage des monas, donc là c'est indiqué en euros, une mona égale 1 euro sur ce graphique. On a à peu près la moitié des monas qui sont dépensés en Biocop. En deuxième, ce sont chez les producteurs et productrices en direct, chez des épiceries aussi à 16%, dans des AMAP ou des groupements d'achat et chez des artisans.
La restauration, il y a très peu de lieux promotionnés pour l'instant, donc ça ressort, c'est 1% ici. Donc c'est presque 200 000 euros dépensés depuis le début du projet jusqu'à mi-septembre environ. Et Béa l'a très bien mentionné, ces éléments-là, ils sont beaucoup influencés aussi par l'offre du territoire. Chaque territoire a un petit peu ses spécificités et ça influence beaucoup la dépense des monas au final. Et pareil, on pourra aussi en rediscuter dans les questions. Donc, comme l'a mentionné Camille, lors de la mise en place donc, de ces comités, ce qui est très important, c'est le fonctionnement démocratique. Donc, dans chaque caisse, il y a une réunion de fonctionnement mensuelle. Alors, évidemment, tous les adhérents ne peuvent pas être là présents à chaque fois, mais on essaie d'être présent et ça fait un suivi et une discussion permanente. Donc, ça, c'est très important pour suivre donc dans chaque caisse localement, de savoir comment ça se passe, de se connaître surtout, de connaître euh, les personnes qui sont intéressées par cette même approche. Donc c'est très enrichissant, en tout cas pour ma part. Et puis les ateliers de formation aussi sont très enrichissants et permettent de connaître de mieux en mieux notre alimentation, notre territoire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a différents types de formations qui sont proposées. Et il y a des groupes d'animation avec des adhérents pour les réunions de fonctionnement. Donc ça aussi, c'est important. Et donc, il y a il y a certains rôles qui sont pris par certaines personnes donc, dans chaque caisse. Il y a des référents qui ont pour mission donc, de gérer les comptes en ligne, gérer donc au niveau de la monnaie, de faire des créditages et aussi pour créditer les cartes. Je crois que c'était un peu ça, les rôles différents référents. Donc on participe pleinement au fonctionnement donc de chaque caisse. Et puis ce qui est très important, enfin, c'est ces deux assemblées générales par an qui rassemblent du coup toutes les quatre caisses et ça permet donc de se connaître, de discuter entre nous il y a des professionnels aussi qui participent et les partenaires. Donc ça, c'est un des moments très intéressants et très importants pour le dynamisme donc, de Cassalim. Et le projet Cassalim, c'est aussi un projet de recherche-action en lien avec l'INRAE. Il y a un comité scientifique et un conseil scientifique par an qui ont eu lieu de 2023 à 2025. Il y a deux axes de recherche majeurs. Un sur la démocratie organisationnelle, l'effet sur les personnes, et un deuxième sur les effets sur le système alimentaire. Sur le premier, il y a eu par exemple des entretiens réalisés auprès d'adhérents, adhérentes, des observations, un questionnaire qui a été fait avec un peu l'analyse des pratiques démocratiques et des effets sur les personnes. Et sur la partie effets sur le système alimentaire, il y a eu aussi des entretiens auprès des professionnels conventionnés, là qui démarrent une analyse des flux monétaires. Et ça, c'est aussi en lien avec d'autres expérimentations, notamment Montpellier et d'autres en Occitanie, une analyse aussi transversale des effets des expérimentations sur le système alimentaire. Donc, on a parlé de cette première phase. Ensuite, en janvier 2025, on est arrivé à la phase 2, qui était la phase d'articulation et de mutualisation des quatre caisses d'alimentation. Donc, pourquoi cette volonté de mutualiser? Alors déjà, et de créer surtout une entité juridique. C'est pour deux raisons principales qui sont la volonté de donner plus d'autonomie financière et organisationnelle aux personnes qui font vivre l'expérimentation. Et ensuite, c'est aussi d'expérimenter un premier passage à l'échelle dans l'objectif de penser la sécurité sociale de l'alimentation au niveau national. Donc pour l'articulation et la mutualisation de ces quatre caisses, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des chantiers de travail sur différentes thématiques. Euh, qui en fait nous ont permis de travailler différentes thématiques. Donc on peut voir là, il y avait 5 chantiers. Le chantier entité juridique et gouvernance qui a été vraiment créé pour
la rédaction des statuts et aussi d'une partie du futur règlement intérieur de l'association. Ensuite, on avait le chantier pérennité économique et guide de cotisation qui, lui, en fait, avait pour objectif, parce que cette pérennisation de l'expérimentation et la création de cette entité juridique, elle a pour objectif aussi de mutualiser les outils de les outils d'utilisation des quatre comités citoyens. Donc, jusqu'à maintenant, il y a un guide de cotisation par comité citoyen. Il y a aussi une charte de conventionnement et des guides euh, d'entretien propres à chaque comité citoyen. Et donc, il y a une volonté de mutualiser tout ça et d'harmoniser. Donc, le chantier pérennité économique et guide de cotisation, il a été créé pour réfléchir à la pérennité économique et harmoniser le guide de cotisation des quatre caisses, enfin, des quatre comités citoyens. Ensuite, on avait le chantier communication interne, inclusion, participation, qui lui est là pour euh, penser le lien social à l'intérieur de la caisse, pour penser les pratiques démocratiques, se questionner sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qui fonctionne, permettre à tous les adhérents, adhérentes de se sentir intégrés quand une nouvelle personne rentre dans l'expérimentation. Donc, tous ces questionnements-là. La communication externe qui a permis de réfléchir à comment on communique, à qui on souhaite communiquer à l'extérieur, comment on communique et qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant. Voilà. Et enfin, le chantier conventionnement des professionnels et des produits. Donc là, c'est pour mutualiser les chartes de conventionnement et les guides d'entretien qui étaient, comme je l'ai dit jusque-là, séparément, enfin, propres à chaque comité citoyen. Et donc ces chantiers, ils se sont faits entre janvier et septembre 2025 et ils ont été constitués de 10 à 15 personnes par chantier, enfin oui, par chantier et 30 réunions de 2 ou 3 heures sur toute la durée avec, alors ça dépend, mais entre 10 et 15 personnes par réunion aussi de chaque chantier. Et donc, tout ce travail qui a été fait pendant ces plusieurs mois, ça nous a permis d'arriver à la rédaction de statuts. Et l'objectif, c'était de proposer au consentement, lors d'une assemblée générale constitutive, ces statuts qui ont été rédigés par ce chantier le 20 septembre dernier. Et en fait, ce que j'ai pas dit, mais qui est aussi important, c'est qu'il y a eu tout ce travail des commissions, enfin des chantiers de travail qui ont été faits. Et en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre ces chantiers et les comités citoyens. Donc, ces chantiers ont proposé un travail, puis ce travail a été proposé au comité citoyen en réunion de fonctionnement pour avoir des retours, des remarques, voilà, récolter toutes les informations possibles, puis repartir en chantier avec ces informations-là, les retravailler pour ensuite reproposer pour arriver à l'Assemblée générale constitutive du 20 septembre avec un document qui est le plus co-construit possible et qui va être euh, adopté par un plus grand nombre de personnes. Donc, lors de l'AG, on a adopté au consentement les statuts et donc qui valident la création de l'association. Et donc, en ce moment, on est en train de... bon, on a déposé les statuts en préfecture et on attend, donc on est dans cette période de création de l'association. Et donc, cette association, c'est quoi? Déjà, c'est plusieurs membres. Euh, on a les membres cotisants, cotisantes de l'association, qui sont les personnes physiques qui font partie des comités citoyens et qui cotisent mensuellement et qui reçoivent une allocation. On a les membres professionnels conventionnés par les comités citoyens. On a les membres salariés, les partenaires et les membres bienfaiteurs. Donc toutes ces personnes-là constituent l'association, enfin la future association Kessali. Et on a aussi tout un fonctionnement à l'intérieur de cette association avec différentes instances de fonctionnement, dont les quatre comités citoyens qui en fait vont garder leur fonctionnement initial avec une réunion de fonctionnement par mois et des ateliers pour continuer cette montée en compétences. Donc dans chaque comité citoyen, ils vont aussi être chargés toujours du conventionnement des professionnels. Euh, on a les chantiers de travail qui ont été faits de janvier à septembre qui deviennent des commissions permanentes, c'est-à-dire des groupes de travail dans lesquels on va pouvoir continuer à travailler sur ces différentes thématiques.
Et en plus, on a deux nouvelles commissions qui sont créées, qui sont la commission adhésion et la commission budget, qui n'existaient pas auparavant et qui se créent avec la création de l'association. On a des commissions temporaires, alors pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais on a mis cette possibilité pour pouvoir traiter des sujets qui vont être juste temporaires sur des périodes limitées en fonction des possibilités. Et on a une assemblée générale. En fait, on va avoir au moins deux assemblées générales par an et un conseil collégial où à l'intérieur, il y a plusieurs euh, personnes représentées, donc des personnes des commissions, des personnes des comités et des personnes de... C'est ça, des personnes des commissions temporaires, des commissions permanentes. Et voilà. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Je pense que je m'arrête là pour l'instant. Non, super, merci Camille. Et oui, du coup, on est un peu dans cette phase-là aujourd'hui de mise en place de ces statuts-là. Et je crois que tu l'avais dit aussi, Camille, c'était aussi enfin, ce fonctionnement-là, en fait, il existait en partie, c'était aussi l'idée de formaliser et d'expliciter tout un circuit de prise de décision qui existait un petit peu déjà, mais de le remettre sur la table, de le rediscuter collectivement et aussi de sortir certaines prises de décision qui étaient faites par l'équipe de coordination et qui ont vocation ici, via les différentes commissions, le conseil collégial et l'assemblée générale, à être plus portées collectivement. Donc c'est une chouette phase aussi de réflexion et de mise en place pour la Caisse Alim Toulouse. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On a peut-être fait un petit peu moins que 45 minutes, mais que comme ça peut donner plein de place pour des questions et des discussions. Bah, trop bien. Merci beaucoup à toutes les trois pour la présentation. C'était très intéressant. Je vais peut-être vous reparler. Il y a eu quelques questions dans le chat. Si les participants, vous voulez prendre aussi, lever la main et prendre la parole directement, n'hésitez pas. Mais en attendant, je peux reprendre une ou deux questions qu'il y avait dans le chat pour que vous puissiez y répondre. Euh, Peut-être la première question, c'était sur le fonctionnement un peu particulier de la Caisse Alim de Toulouse avec ses quatre territoires. Et il y avait une première question de Sandy qui demandait si ça aurait été justement pas plus simple de simplifier en faisant des ateliers communs aux quatre caisses ou se répartir par exemple les décisions en sous-groupes. Typiquement, bah, décider des cotisations dans une des caisses, des critères de conventionnement dans une autre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de dupliquer dans les différentes caisses? Béa, tu as une idée? Je pense qu'en fait, c'est issu de chaque comité citoyen à réfléchir à tous les aspects. Et je trouve que c'est très important que chacun ait réfléchi à tous ces aspects